The Last of Us est l'une des séries les plus attendues de cette année 2023, que je vous souhaite la meilleure possible au passage. Une attente qui était de toute évidence légitime et qui vient d'être récompensée par un pilote extrêmement réussi sur lequel je vais revenir dans cette critique avec spoiler. Donc si vous vous posiez la question est-ce que ça vaut le coup de regarder la série, et bien sur la base de ce premier épisode la réponse est claire. Oui, HBO a encore touché dans le mille et la série démarre dans l'excellence, on peut carrément aller jusque là. Ce premier épisode est sorti ce lundi pour nous en France, disponible sur Prime Video, alors que le suspense planait encore sur cette question de la diffusion chez nous jusqu'à jeudi dernier. Cette saison comptera 9 épisodes, un chiffre un peu inhabituel, qui s'explique sans doute par la décision qui a été prise en cours de production de fusionner les 2 premiers épisodes, mais je reviendrai plus tard sur le pourquoi. Je sais aussi qu'on me posera la question et la réponse est non, je n'ai pas joué au jeu. Enfin si, je l'ai commencé il y a un moment, mais je ne suis pas allé très loin, même si je passais un bon moment en jouant, je n'arrivais pas à me dégager assez de temps pour continuer, donc en gros je ne connais pas la fin. Vous connaissez aussi bien que moi cette tendance des adaptations de jeux vidéo à virer à la catastrophe dans la quasi-totalité des cas malheureusement, ce qui rend la réussite de ce premier épisode encore plus impressionnante, d'autant que cela vaut aussi bien pour les performances d'acteurs que pour la photographie et les moyens de production mis en œuvre. Alors c'est vrai, je dois avouer que je pense qu'on a suffisamment bouffé d'histoires de zombies et assimilées depuis les 20 dernières années, ce qui ne joue pas vraiment en faveur de la série, mais j'ai néanmoins accroché très rapidement. En cold open de ce premier épisode, le choix d'inventer et d'ajouter cet extrait d'une émission d'interview scientifique en 68, évoquant les dangers inédits que représenterait une pandémie fongique, permet de poser les bases de compréhension de ce qui surviendra 35 ans plus tard, mais aussi de faire immédiatement peser sur le prologue une tension que ceux qui ignorent tout du jeu n'auraient sans doute pas autant ressenti sans cet extrait. On évoque au passage la notion de pandémie et le réchauffement climatique, qui pourrait être un moteur d'évolution de certaines espèces de champignons, et on se sent déjà comme à la maison, vous savez, celle qui brûle actuellement à cause du dépassement des différentes limites permettant à l'être humain de vivre sur cette planète. Bien joué, espèce humaine. Le générique qui vient remplacer le réseau urbain ainsi que les immeubles humains par une propagation de champignons fonctionne plutôt bien visuellement et aussi dans sa musique puisque c'est celle de Gustavo Santaolalla composée pour le jeu vidéo. Ce qui fonctionne encore mieux et qui devait absolument toucher toutes les cordes sensibles mais avec une subtilité bienvenue, c'est ce fameux prologue avec Sarah et Joel Miller en 2003, 20 ans avant l'époque présente de la série. Et je dois bien vous dire que je ne suis pas étonné, I'm not surprised MF, comme dirait Nate Diaz pour les connaisseurs, de constater à quel point Nico Parker est naturelle et excellente tout simplement dans le rôle de Sarah. Alors je ne sais pas si elle a hérité des talents de sa mère, l'excellente Tanju Newton, mais j'avais déjà vu Nico dans The Third Day, une mini-série dans laquelle elle incarnait, et vous apprécierez sans doute l'ironie de la chose, un personnage du nom d'Ellie. Ce prologue vient souligner l'amour entre le père et la fille, mais aussi mettre en lumière certains traits de caractère de Joel, un gars capable qui travaille trop, prêt à faire tout ce qu'il faut pour son noyau familial, mais aussi capable d'être plutôt égoïste et même violent envers le reste du monde, s'il le faut. Sur la plaque du pick-up de son frère Johnny, on peut lire « Vétéran de la guerre contre l'Irak, l'opération Tempête du désert de 91 ». On est dans une Amérique qui se relève à peine du 11 septembre 2001, ce qui explique que le premier réflexe de Sarah consiste à craindre une attaque terroriste quand tout part en cacahuète. Avec cet anniversaire de Joel et ce cadeau de la montre réparée, on a, je pense, la notion selon laquelle le temps s'arrête en 2003. Non seulement le temps s'arrête pour Joel à la mort de sa fille, mais aussi pour la civilisation dans son ensemble. On peut remarquer un filtre dans les tons sépia qui marquent la plupart de ces scènes et qui sont menées du point de vue de Sarah pour l'essentiel. Sarah, c'est notre point d'entrée sur ce monde et sur Joel, et on sent aussi que c'est elle qui l'ancre dans les aspects les plus doux de son existence et sans doute de sa personnalité. Lorsque Sarah se réveille seule dans la maison, c'est d'abord dans une lumière verte qui annonce déjà la dominante chromatique de l'avenir qui se prépare. Un vert qui n'a rien d'anodin, d'autant plus quand on se souvient que c'est Craig Mazin qui est showrunner avec Neil Druckmann, qui lui est scénariste du jeu, sachant que Craig Mazin est aussi à la réalisation de ce pilote, et Craig Mazin est notamment connu pour la mini-série Tchernobyl dont je vous avais dit tout le bien que j'en pensais dans une vidéo dédiée sur la chaîne,
et le verre y était déjà fortement présent. La première confrontation avec une infectée est extrêmement bien pensée, d'abord parce qu'on souligne que même une vieille femme paralysée peut devenir un danger mortel lorsque le champignon prend le contrôle, mais aussi pour la proximité du danger venu de personnes du quotidien. Toutefois, on va véritablement venir toucher la thématique la plus essentielle de la série lorsque Joel arrive et abat cette vieille voisine d'un revers de clé à molette. On a donc le père prêt à tout pour protéger sa fille et cette dernière qui est horrifiée par cet acte, même si elle le comprend. Comme souligné par Mazin et Druckmann eux-mêmes dans le podcast officiel consacré à la série, on est en plein dans la question de l'amour inconditionnel et des extrémités où il peut mener les choix et comportements humains. Toute la séquence en voiture est extrêmement bien réalisée, tout particulièrement lorsqu'ils arrivent en ville et que la vie humaine se fait de plus en plus fragile à vue d'œil. 20 ans plus tard, dans ce qui reste de Boston, l'introduction de la FEDRA au travers du petit garçon maintient le niveau d'excellence du prologue. FEDRA, c'est Federal Disaster Response Agency, et on comprend en quelques scènes le fonctionnement drastique et aussi le temps d'incubation de l'infection avec la terrible sentence de cet écran rouge du détecteur qu'on vient placer derrière le cou du petit garçon. 20 ans plus tard, à 56 ans, Joel ne voit pas d'inconvénient à jeter au feu le corps de ce petit garçon euthanasié par le gouvernement militaire en place. Et c'est ici initialement que se terminait le premier épisode, mais Casey Bloys, le directeur des contenus chez HBO, a convaincu Mazin et Druckmann de poursuivre jusqu'à la première rencontre entre Joel et Ellie, et même un peu au-delà, ce qui explique sans doute ce décompte de 9 épisodes plutôt que 10. Alors que Sarah plaisantait sur le fait de vendre de la drogue pour payer la réparation de la montre, Joel est véritablement dans le trafic, qui plus est en vendant à un agent contre des coupons et quelques cigarettes. De nombreux détails de ce type seront disséminés dans la série pour les plus attentifs, selon Craig Mazin. Le personnage de Tess est de toute évidence en couple avec Joel, elle est incarnée par Anna Torv, notamment connue pour les séries Fringe ou encore Mindhunter, et l'idée consiste à créer un sentiment d'urgence pour Joel avec cette batterie nécessaire pour tenter de retrouver son frère Johnny, une urgence que la rencontre avec Ellie va venir interrompre pour finalement s'y connecter. On sent la particularité de Tess vis-à-vis de Joel et sa capacité à canaliser une violence qui semble terroriser ceux qui le connaissent. Je me rends compte que je n'ai pas encore souligné l'évidence, mais oui, Pedro Pascal est excellent dans le rôle de Joel, mais quand cet acteur nous a-t-il vraiment déçus, de toute façon, en réfléchissant. Du côté des Lucioles, le groupe des Fireflies en anglais, leur insurrection envers le pouvoir en place est assez claire, mais si j'avais une réserve à exprimer, ce serait sans doute sur ce groupe pour l'instant. L'origine de ses motivations, ses objectifs véritables, on n'en sait pas assez. Alors certes, cherchez la lumière des Lucioles quand vous êtes dans les ténèbres, mais bon, que cache cette accroche plutôt sommaire? Mais bon, je reconnais qu'on ne peut pas tout faire, tout présenter en un seul épisode. Dans le rôle de Marlène à la tête du groupe de Boston, on retrouve la comédienne qui donnait déjà sa voix au personnage dans le jeu vidéo, Merle Dandridge. Ce qui pique la curiosité, c'est ce lien entre Ellie et Marlène, puisque ce serait cette dernière qui aurait placé Ellie au sein de l'académie militaire dont elle s'est apparemment échappée lorsque nous la voyons. Je ne suis pas le mieux placé pour en juger, mais apparemment c'est ici un autre exemple d'enrichissement ou d'approfondissement du contexte par rapport à ce qu'on avait dans le jeu. Au sujet d'Ellie, on ne peut que souligner qu'elle est née dans l'autre monde et les différences entre elle et Sarah sont évidentes dans l'aspect rugueux et bravache qu'Ellie renvoie au monde, sans doute dans un mécanisme de protection, d'autodéfense face à une réalité extrêmement rude. L'absence de référence parentale a forcément participé à façonner ce caractère qui est dépeint de manière convaincante par Bella Ramsey, qu'on connaissait bien sûr, et notamment de Game of Thrones. La première rencontre entre Joel et Ellie est un choc, au sens propre, avec une Ellie qui finit dans le mur. L'épisode a bien établi que la peine de mort attend ceux qui s'aventurent à l'extérieur du périmètre, tout comme les infectés. Alors imaginez ceux qui sortent du périmètre pour se promener avec une infectée, tout un programme. Ellie se débrouille pour rapidement comprendre le code de communication radio entre Joel et son frère, à base d'époque des chansons diffusées. On nous montre donc qu'elle est plutôt futée. Durant la phase de discrétion, je suppose que les spectateurs du monde entier n'ont pas appuyé assez vite sur un triangle ou un carré, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, on s'est fait repérer par le fameux soldat. On a été mauvais. À ce moment précis, je ne suis pas vraiment convaincu que le flashback sur la mort de Sarah était bien nécessaire visuellement pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Joel. Peut-être un petit peu dommage qu'on perde ici de la subtilité qu'on retrouve quasiment partout ailleurs dans ce pilote.
En revanche, le parallèle qu'il nous reste à faire par nous-mêmes, pauvres spectateurs, c'est celui de la réaction d'Ellie face à ce déchaînement de violence à comparer avec celle de Sarah face au fameux coup de clé à molette dans la tronchetta. L'horreur stupéfaite de Sarah est remplacée ici chez Ellie par une sorte de fascination jubilatoire, ce qui n'annonce rien de bon pour la suite en termes d'influence réciproque de ces deux personnages, Joel et Ellie. Autre petit regret, la pseudo-révélation finale avec cette blessure d'Ellie qui laisse entendre qu'elle serait immunisée à l'infection, voilà qui est quand même très prévisible. Les petits secrets autour de ce point, notamment entre les lucioles, semblaient déjà un peu désuets et maladroits. Ceci dit, il y a peut-être plus derrière cette révélation, une autre couche à découvrir, je n'en sais rien, et c'est toute la beauté de ne pas être allé bien loin dans le jeu. La révélation visuelle du paysage apocalyptique du monde extérieur, de ces immeubles en ruine, tombés à la renverse et couverts de végétation, semble reprendre à merveille l'esthétique du jeu et nous promet des moments d'exploration intenses. La musique qui retentit dans l'appartement de Joel, en son absence, c'est bien entendu un signal de détresse de son frère, on le suppose, une chanson des années 80 avec Never Let Me Down Again de Depeche Mode, un choix qui n'est pas anodin bien entendu, puisqu'on a à la fois la notion de compter l'un sur l'autre, mais aussi sous la fausse légèreté de la mélodie, on a un texte qui traite de l'addiction et d'un homme en pleine sensation éphémère de shoot. En résumé, un épisode qui s'achève sur la promesse de quelque chose qui ne finirait pas bien. Bien sûr, je couvrirai The Last of Us chaque semaine, chaque lundi. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, à laisser un pouce en l'air, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!